Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 mai 2026 et notre cher ami Marc Sleboda est avec nous. Bienvenue à nouveau, Marc. Merci Nima de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur DialogueWorks. Et Marc, on sait bien ce qui s'est passé ces dernières 72 heures dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Les deux camps s'affrontent, en gros, à cause du blocus imposé par les États-Unis, qui va complètement à l'encontre du cessez-le-feu. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. En ce moment même, on assiste plutôt à une sorte de pause. Et les deux parties savent très bien que tout peut repartir dans 1 heure, 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Personne ne sait quand cette situation va exploser en une nouvelle grande guerre, une nouvelle phase du conflit. Mais ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, c'est une sorte d'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Parce que les États-Unis ont attaqué 2 de ces pétroliers qui devaient rejoindre les ports iraniens. Et d'après ce qu'on a appris du côté iranien, ils affirment avoir touché 2 des 3 destroyers présents dans la région, près du golfe Persique. Du côté des États-Unis, on dit que rien de tout cela ne s'est produit. Donald Trump lui-même n'a rien mentionné à ce sujet. Il a déclaré qu'aucun destroyer n'avait été touché. En revanche, les Américains ont affirmé avoir frappé 7 vedettes rapides dans le détroit d'Ormuz. Mais aujourd'hui, j'en ai parlé avec le professeur Miranda. Selon lui, non. Ils n'ont touché aucune de ces vedettes. Ils ont frappé certains bateaux civils. Parce que quand on touche les vedettes rapides, on tue du personnel militaire. Et en Iran, quand ces soldats meurent, ce sont des martyrs. Et ça, on ne peut pas le cacher. Ce n'est pas facile de cacher l'homme qui a été tué lors d'une opération dans ce genre d'affrontement. Et il y a quelques instants, on a vu cette vidéo apparaître. Comme on le voit, l'un de ces hors-bords suit le destroyer américain qui s'éloigne. Et l'homme qui parle dans la vidéo dit « Allez, fuyez. Ici, c'est le berceau de la terre des Iraniens. Ici, c'est un morceau de l'islam. » Voilà la réalité de ce qui se passe. Les deux camps se battent, chacun avec sa propre rhétorique. Ils ont fait leur choix, mais il semble, comment voyez-vous ce blocus sur le long terme? On se dirige clairement vers une forme d'escalade. Quelle est votre analyse, votre lecture de la situation? Bon, alors, d'abord, reprenons un peu de recul pour comprendre le contexte et ce qui se passe vraiment. Globalement, si on compare à la situation d'avant, à part 2 jours d'affrontement naval cette semaine, le cessez-le-feu, au moins entre les États-Unis, Israël et l'Iran, a plutôt tenu, non? En tout cas, si on regarde l'ampleur et l'intensité du conflit précédent, c'est clair. Mais ça ne dit rien de ce qui se passe au Liban, où Israël poursuit littéralement et ouvertement sa guerre génocidaire et son nettoyage ethnique contre la population libanaise du Sud-Liban, le Sud-Liban à majorité chiite. Et même le New York Times l'a reconnu. Toutes les villes, les bourgs et les villages du sud du pays sont rasés, complètement détruits. Il ne reste plus rien. Ce que le New York Times appelle la solution Gaza, c'est, oui, un génocide. Et ça continue maintenant au Liban. Le soi-disant cessez-le-feu conclu là-bas n'a en réalité rien à voir avec le Hezbollah. Il a été signé entre le gouvernement fantoche de Joseph Aoun et les Israéliens. En ce moment, les Américains font tout ce qu'ils peuvent avec les Israéliens pour pousser l'armée libanaise, qui, disons-le, n'est pas vraiment capable d'affronter directement le Hezbollah, à agir et en fait à raviver le conflit civil, la guerre civile au Liban. Pendant ce temps, le Hezbollah mène, disons, une guerre de guérilla, une guerre d'usure dans le sud du Liban contre Israël. Et ils utilisent de façon très efficace et de plus en plus sophistiquée des drones, notamment des drones FPV.
Et plus précisément encore, ils utilisent des drones FPV à fibre optique qui sont insensibles à la guerre électronique. Ces drones ont été développés et largement utilisés par la Russie dans le conflit en Ukraine. Alors, comment le Hezbollah s'en est-il procuré? Eh bien, on n'a aucune preuve à ce sujet, mais il est certain que les Russes ont fourni une aide en matière de drones aux Iraniens. Et est-ce que les Iraniens, à leur tour, ont fourni une aide de ce type, quelque chose qui puisse vraiment être utilisé sur le champ de bataille au Hezbollah? Ça me paraît un scénario plausible. Je ne fais que spéculer. Mais les chaînes Telegram regorgent de vidéos montrant des frappes sur des chars Merkava, et la presse israélienne s'en plaint. Il y avait d'ailleurs une très belle photo que j'ai mise dans ma propre vidéo de la semaine sur ma chaîne hier. C'est le dernier instant, la dernière image d'un conducteur de bulldozer israélien, un conducteur d'excavatrice, qui travaillait à raser l'une des implantations chiites du Sud-Liban. Et il a levé les yeux par hasard, et on voit sur son visage cette expression de surprise et d'horreur, captée par le drone kamikaze qui allait mettre fin à sa vie. Et quand on est littéralement en train de commettre, vous savez, l'acte matériel d'un génocide, c'est-à-dire raser tous les bâtiments, les maisons, les habitations, tout ce qui appartient au peuple de cette terre. Eh bien non, aucune sympathie. Non, pas la moindre. Donc ça continue, n'est-ce pas? Cette situation n'a pas changé au Liban. Mais dans l'ensemble, le cessez-le-feu plus large a tenu. Et nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Exactement. La guerre n'est pas terminée, mais l'aspect militaire, du moins en ce qui concerne l'Iran, a été mis en pause et on est entré dans une phase géoéconomique. Certains appellent ça des blocus croisés. D'accord, c'est vrai. Moi, je préfère parler d'un jeu géoéconomique du poulet. Vous voyez ce que je veux dire par jeu du poulet? Pas vraiment. Oui, c'est un truc très américain, tu vois? Imagine l'Iran et les États-Unis comme deux ados pleins de testostérone, complètement surexcités. Ils sont tous les deux dans leur voiture de sport, des bolides quoi. Et au signal, peu importe lequel, ils foncent tous les deux vers une falaise qui surplombe la mer. Le jeu, c'est de voir lequel des deux va cligner des yeux le premier et dévier sa voiture pour éviter de plonger dans le vide. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. L'Iran, bien sûr, conduit sa propre économie. Trump, lui, pilote les marchés mondiaux de l'énergie et l'économie mondiale à cause de l'usage stratégique que fait l'Iran de son contrôle du détroit d'Ormuz et des dégâts économiques infligés aux États du Golfe alliés des États-Unis, là où se trouvent les bases militaires américaines. Et donc, l'Iran a une capacité limitée à frapper directement les États-Unis, à part bien sûr ces bases militaires que même les médias occidentaux reconnaissent maintenant comme étant dispersées un peu partout au Moyen-Orient. Alors, de manière asymétrique, ils s'en prennent à l'économie mondiale, n'est-ce pas? En ciblant par exemple le détroit d'Ormuz, par où transite une grande partie du trafic énergétique, mais aussi des engrais, de l'hélium, de l'aluminium. Tout ça passait par le détroit d'Ormuz, ou passait, et est maintenant bloqué de façon sélective par l'Iran. Ils laissent passer qui ils veulent. Ils ont mis en place leurs propres règles, leurs péages, et ainsi de suite. Et il faut bien comprendre que le détroit d'Ormuz n'est pas des eaux internationales, d'accord? Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il est trop proche des côtes iraniennes. It's too close between Iran. It's too narrow between Iran and Oman, right? Oman one side, Iran the other, but still there's no international water. So any statements by Rubio about international passage is kind of blurring words because under the UN Convention of the Law of the Sea, admittedly neither the US nor Iran are actual signatories of the UN Convention of the Law of the Sea, but
both of them have by and large abided by it so far. But under international law, Mais selon le droit international et cette convention, l'Iran soutient qu'il est attaqué et qu'il a donc le droit de saisir ce qui se trouve dans ses propres eaux territoriales sous son contrôle pour assurer sa sécurité tant qu'il est sous attaque. Et en fait, ça me paraît plutôt plausible sur le plan juridique. Mais bon, je ne suis pas juriste en droit international. Bref, c'est l'argument qu'ils avancent. Donc on a ces deux acteurs qui foncent droit vers la falaise, et la question c'est de savoir lequel va l'emporter, lequel va subir le plus de dégâts, ou lequel peut encaisser le plus, aussi à cause des conséquences économiques de ces blocus. Encore une fois, on parle du détroit d'Ormuz face à la tentative américaine. Leur blocus, ou contre-blocus, est censé viser les ports iraniens, mais il n'est pas mené depuis la côte iranienne. Ils se tiennent à au moins 350 km, juste en dehors de la portée des missiles anti-navires, au large de la côte iranienne, pour la plupart. Et leur blocus, ils le mènent depuis la mer d'Oman, ou même plus loin, dans l'océan Indien, le détroit de Malacca, et ainsi de suite. Donc avec l'Iran, la question principale, c'est qu'ils ont énormément de pays avec lesquels ils commercent par voie terrestre. Par exemple, la Russie, le corridor nord-sud à travers la mer Caspienne. Le Pakistan a ouvert plusieurs routes de transit qui traversent son territoire et vont ensuite jusqu'en Chine. Et d'ailleurs, il existe déjà des lignes ferroviaires entre la Chine et l'Iran. Donc, ce n'est pas comme s'ils allaient mourir de faim, ni comme s'ils ne pouvaient pas recevoir de marchandises. La vraie question, c'est comment faire sortir le pétrole. Parce que ça reste une part importante de l'économie iranienne et surtout du budget du gouvernement iranien. Et jusqu'à présent, dans ce conflit, comme l'Iran réussissait à exporter son propre pétrole et que l'administration Trump était désespérée de voir n'importe quel pétrole arriver sur le marché mondial, eh bien, ils s'en sortaient plutôt bien, non? Ils en ont profité, alors que les pays arabes et l'Irak, qui est juste une victime prise au milieu de tout ça, ont vu leurs économies énormément souffrir. Alors la question c'est, combien de pétrole l'Iran parvient-il à faire sortir malgré le blocus américain? Et combien en consomme-t-il sur leur propre marché intérieur? Au début, les analystes occidentaux disaient vraiment n'importe quoi. Par exemple, Trump promettait que sous 3 jours, l'économie iranienne s'effondrerait et qu'ils n'auraient même plus d'endroit où stocker leur pétrole. Ils devraient fermer tous leurs puits de pétrole et tout exploserait, parce que c'est exactement ce qui se passe. Oui, voilà. Bon, 2 semaines plus tard, nous y sommes. Et maintenant, enfin, les grands médias occidentaux commencent à changer de ton. Il faut être juste, ce n'est pas seulement moi, mais à peu près tout le monde dans les médias alternatifs le disait depuis le début. L'Iran peut tenir bien plus longtemps que ce que les médias occidentaux affirmaient. Reuters a publié hier un article citant anonymement des sources du renseignement américain, disant que les Iraniens peuvent tenir des mois, qu'ils peuvent résister au blocus américain. Je ne pense pas qu'on ait besoin de preuves supplémentaires. Donc, quoi que dise Trump, on sait bien qu'on regarde surtout ça pour le côté divertissant. Les services de renseignement américains disent que le blocus des États-Unis ne sert à rien. Et pour ce qui est des navires qui passent, d'après des observateurs indépendants du trafic pétrolier, comme Kepler par exemple, l'Iran a réussi à faire passer des dizaines de navires à travers ce qu'on appelle le blocus américain, qui est en réalité très perméable. Beaucoup plus de navires sont passés que ceux qui ont été interceptés. Beaucoup plus. Peut-être 10% seulement ont été arrêtés. Et ça, c'est en comptant les allers et retours. Donc oui, l'économie iranienne subit un peu plus de pression, mais elle vit sous sanctions, sous pression maximale, depuis des années. Ils peuvent encaisser ce stress. Pour eux, c'est un combat existentiel. Trump a promis de détruire
détruire la civilisation iranienne. Trump has promised to destroy Iranian civilization. He has demanded regime change, unconditional. Il a réclamé un changement de régime, une reddition sans condition, et de les bombarder jusqu'à les ramener à l'âge de pierre, pour qu'ils ne puissent jamais se relever. C'est ce genre de rhétorique génocidaire qu'il utilise depuis le début. De leur côté, ils ont tout intérêt à supporter un peu de dégâts économiques pour pouvoir survivre. Pendant ce temps, l'économie mondiale ne se porte pas très bien. En Asie, et même aux États-Unis, des alliés comme le Japon et la Corée du Sud ont déjà commencé à rationner l'essence. Il y a une crise du carburant pour les avions partout dans le monde. Lufthansa, la compagnie européenne, a annulé environ 20 000 vols la dernière fois que j'ai vérifié. Et Spirit Airlines a carrément fait faillite. Et tout ça, en réalité, ne devrait commencer à frapper l'Europe aussi durement que l'Asie que maintenant. L'Asie dépend un peu plus du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz, du pétrole et du gaz naturel liquéfié. L'Europe, elle devrait commencer à être sérieusement touchée dans les prochaines semaines. On en parle déjà, et oui, on sent qu'il y a une vraie inquiétude. Donc tout ça pour dire qu'on en est au point où le statu quo dans ce jeu géoéconomique du poulet, cette course vers le précipice avec des blocus qui se répondent, devient intenable pour les États-Unis, non? Ils savent qu'ils vont perdre ce combat, donc ils doivent faire quelque chose. Et au début de la semaine, c'était l'opération Liberté. Marque déposée, hein? Liberté. C'était une tentative, le projet Liberté, oui, le projet Liberté, ou peu importe, de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. Pas vraiment de manière militaire ouverte, mais plutôt sur le plan psychologique, tu vois? C'est ça qu'ils essayaient de faire. D'abord, ils ont annoncé qu'ils allaient escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz, ce qu'ils présentaient comme des navires innocents, neutres, appartenant à des pays tiers coincés dans le détroit d'Ormuz. Ils allaient simplement les faire sortir. Et ils sont convaincus que ça ne posera aucun problème à l'Iran. Ils sont sûrs que l'Iran est d'accord avec ça, même s'il le déclare unilatéralement. Et au cas où, on ne va pas vraiment envoyer notre marine pour vous escorter. On sera dans les parages, d'accord? Enfin, dans ce coin du monde, disons. Et vous savez, on est dans les parages, donc pas besoin d'avoir peur. On est quelque part. Et vous, les pétroliers, aimez les cargos dans le détroit d'Ormuz. Ce que vous devriez faire, c'est appuyer à fond sur l'accélérateur, longer la côte d'Oman et prier pour ne pas être touché. Tant que vous ne touchez pas de mine marine, vous avez des chances d'y arriver. C'est ce qu'on leur a dit. Alors au début, ils ont envoyé quelques navires en direction du détroit d'Ormuz. Et en même temps, il y avait déjà 2 cargos battant pavillon américain dans le détroit. Ces navires, en fait, ce sont des bateaux commerciaux, mais ils font aussi partie de la réserve de transport de la marine américaine. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être placés sous ordre militaire, si besoin. En gros, si les États-Unis doivent déplacer du matériel, ils disposent de cette capacité supplémentaire, cette réserve. Et donc on leur a dit, en substance, vous allez servir de cobaye. C'est vous qui allez tenter le passage. Donc, pendant que tout ça se passait, les États-Unis envoyaient, si j'ai bien compris, 2 navires de guerre en direction du détroit d'Ormuz, pendant que les 2 autres essayaient de filer en longeant Oman pour s'échapper. Et là, l'Iran a commencé à leur tirer dessus. Apparemment, ils auraient coulé quelques vedettes rapides, des bateaux d'attaque. Les Iraniens disent que non, que c'était des navires civils. Bon, je ne sais pas, hein? J'ai plutôt tendance à croire les Iraniens dans ce genre de situation. Pas par confiance aveugle, mais disons, confiance, oui, mais avec vérification. C'est comme ça que je vois les choses. Avec les déclarations américaines, c'est plutôt « ne crois pas », « ne fais pas confiance » et vérifie 10 fois. Mais bon, je cherche des preuves. Et pour l'instant,
Je n'ai rien trouvé de vraiment convaincant, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais au fond, ça ne change rien. 6 ou 7 vedettes rapides d'attaque. Combien l'Iran en a au juste? 2500, quelque chose comme ça. Il y a une raison pour laquelle on les appelle la flotte moustique, non? Parce que c'est comme la saison des moustiques en Sibérie. C'est fou. Donc, sur le plan stratégique, et c'est ça qui m'inquiète, ça ne change rien. On parle de 6 ou 7 vedettes rapides, mais ils en ont plein. Vraiment plein. Ils peuvent les équiper de missiles anti-navires, de mines marines, de drones, de tout ce qu'ils veulent. Ces bateaux sont extrêmement polyvalents. Ils sont conçus pour dominer le détroit d'Ormuz, pas pour envoyer des navires à l'autre bout du monde ou projeter des avions aux frontières de quelqu'un. Non, ils sont faits pour ce type de combat. Et ils sont bons dans ce qu'ils font. C'est fait pour ça. Et l'Iran, lui, a aussi des sous-marins de type G, des drones sous-marins, des drones de surface, des drones aériens, des missiles de croisière. Bref, ils ont tellement d'options que ça ne change plus grand-chose. Les Américains se sont donc vite repliés. Ils ont peut-être réussi à évacuer ces 2 transports, mais personne d'autre n'a suivi. Enfin, 2 ou 3 navires ont essayé, et ils ont été touchés. Et juste après ça, lundi, l'Iran a répliqué en frappant les Émirats arabes unis. Alors, il y a eu des déclarations, bien sûr, pour essayer d'interpréter la position des responsables iraniens. L'Iran disait « Non, non, ce n'est pas nous, on ne sait pas qui a fait ça ». Les déclarations que j'ai vues, c'était le corps des gardiens de la révolution islamique qui affirmait qu'il n'y avait aucun plan prémédité pour attaquer les Émirats et que tout ça, c'était la faute de l'aventurisme américain. En ce qui me concerne, ça revient à dire que l'Iran dit « Oui, on les a frappés, mais seulement en représailles à la tentative américaine, ce fameux projet Freedom, pour rouvrir le détroit d'Ormuz. » Et moi, c'est comme ça que je le comprends. Si quelqu'un veut l'interpréter autrement, pas de problème, ça me va très bien. Les Émirats arabes unis abritent des bases militaires américaines utilisées pour attaquer l'Iran. Ce qui fait d'eux, selon le droit international, un participant à ce conflit, et donc, d'une certaine manière, responsable. Alors l'Iran a dit « À toi Trump », et bam, les Émirats. Voilà ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont considéré cette tentative de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz comme une violation du cessez-le-feu. Et encore une fois, à mes yeux, c'est tout à fait légitime. En plus, ce qu'ils ont visé aux Émirats, c'est l'oléoduc et le port de Fujairah. Je le prononce bien? Fujairah. D'accord. Donc c'est bien le contournement des Émirats arabes unis, parce que c'est un oléoduc qui passe en dehors du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Là où les gardiens de la révolution iranienne contrôlent le détroit, ce port se trouve à l'extérieur. Du coup, les Émirats ont quand même pu exporter une part importante de leur pétrole. Un peu comme l'Arabie saoudite qui peut le faire, dans une certaine mesure, grâce à l'oléoduc Est-Ouest qui traverse le désert saoudien jusqu'à Yanbu, sur la mer Rouge. L'Arabie saoudite et les Émirats ont donc été moins touchés que les autres États arabes du Golfe, parce qu'ils avaient ces voies de contournement du détroit d'Ormuz. Alors l'Iran a frappé ce contournement. Ils l'ont visé plusieurs fois. Et ensuite, ils ont déclaré qu'ils étendaient leur contrôle du détroit d'Ormuz pour inclure aussi le port de Fujairah. C'était leur réponse à tout ça. Et puis pendant quelques jours, la tension est un peu retombée, non? Et ce sont 2 lignes marques qui ont été définies par les Iraniens. Oui, par les Iraniens. 2 lignes jaunes. Tu vois, il y en avait une du côté gauche et une autre du côté droit du détroit d'Ormuz. En gros, les États-Unis ont essayé de forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz avec une sorte de coup de com', ce fameux projet Freedom. L'Iran a répliqué et les États-Unis ont fini par abandonner. C'était le sujet du mardi. Et puis, Trump a publié un autre communiqué en disant que le projet Freedom, point d'exclamation, marque déposée,
était suspendu parce que les Pakistanais le lui avaient demandé. Oui, les médiateurs, c'est ça, parce que c'est bien ce qui s'est passé. D'accord, mon vieux. Même les médias occidentaux n'y ont pas cru. Et donc, on a eu une sorte de pause jusqu'au vendredi avant que les États-Unis ne relancent l'escalade. Et pendant que je disais qu'une majorité des navires iraniens entraient et sortaient librement des ports du pays, en traversant ce blocus très perméable, il faut rappeler qu'ils n'ont là-bas que 16 navires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Ils ne peuvent pas se mettre à courir après chaque pétrolier, chaque cargo ou chaque porte-conteneur qui entre ou sort des ports iraniens. C'était tout simplement irréalisable d'un point de vue naval, avec un nombre aussi limité de bâtiments. Et puis, parmi ces navires, évidemment, les 2 porte-avions ne peuvent pas participer. Ils n'iront pas poursuivre des cargos à travers le monde. En plus, il faut toujours un certain nombre de destroyers pour assurer la couverture aérienne des porte-avions. On ne peut jamais les détacher parce que ce sont eux qui fournissent la majeure partie de cette couverture aérienne. Donc en fait, vous parlez de, je sais pas, 4, 5, peut-être 6 navires jetables, non? Y compris les unités d'expédition des marines, c'est bien ça, qui sont un peu plus conçus pour ce genre de mission, mais bon, ça reste seulement quelques navires. C'est tout simplement impossible. Ils peuvent faire du ciblage sélectif. Et ils ont peut-être espéré que ce ciblage sélectif agirait comme une sorte de blocus d'assurance, un peu comme ce que fait l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Là-bas, les compagnies d'assurance disent que le risque est trop élevé, qu'elles ne vont pas vous couvrir, et du coup, plus personne ne bouge. Parce qu'au fond, le transit et l'approvisionnement en pétrole, comme pour les autres cargos, reposent sur des bases commerciales, non? Vous le faites pour l'argent. Vous transportez de A à B pour être payé, non? Et si, en plus de ne rien gagner, vous risquez de perdre votre cargaison et votre navire, vous n'y allez pas. Sauf que, d'après ce que j'ai compris, l'Iran utilise surtout ses propres navires battant pavillon iranien. Donc ils peuvent leur ordonner de le faire, n'est-ce pas? Et ces navires vont et viennent. Alors évidemment, il y en a moins qu'avant, moins qu'à l'époque où les ports iraniens voyaient beaucoup de trafic. Mais il y en a encore un certain nombre. Et là, les États-Unis ont décidé de passer à l'étape suivante. Ils sont frustrés, c'est clair. Axios, c'est-à-dire le renseignement israélien, non? Soyons francs là-dessus. Axios a dit que Trump était frustré, qu'il voulait agir, qu'il voulait passer à l'action. Il ne peut pas juste encaisser ça, parce qu'il doit bien y avoir, quelque part dans son cerveau taché d'orange, une petite conscience que ça ne va pas. Il sait que ce jeu de blocus croisé, cette espèce de bras de fer, ne va pas bien se terminer pour lui. Alors, il a essayé d'escalader à nouveau, et ils ont recommencé à tirer sur 2 pétroliers iraniens, des navires vides qui arrivaient pour se charger. Ils les ont frappés au large des côtes iraniennes. Et ensuite, l'Iran a riposté, et il y a eu un affrontement avec 3 destroyers américains. Les États-Unis affirment qu'ils se trouvaient dans le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme qu'il se trouvait au large de la ville portuaire de Chabahar, ce qui est quand même assez loin du détroit d'Ormuz. Même si on veut couper la poire en 2, ça les place encore à une bonne distance du détroit. Mais quoi qu'il en soit, ils ont été attaqués par des drones, par des vedettes rapides et par quelques missiles. Il ne semble pas qu'aucun d'entre eux ait été coulé. Ils ont peut-être été endommagés ou pas. Ils ont peut-être aussi endommagé certaines vedettes iraniennes dans l'échange. Franchement, on n'en sait rien. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les Américains ont ensuite filé à toute vitesse. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui, non? Donc pour moi, ça ne correspond pas vraiment à un conflit naval à part entière, pas dans ce sens-là. Pour moi, ce serait clairement une violation du cessez-le-feu.
Et si l'Iran voulait s'en servir pour dire « le cessez-le-feu est terminé, on repart en guerre totale », eh bien, ils auraient tout à fait la légitimité de le faire. Les États-Unis, eux, ne disent pas ça. En fait, ils disent exactement le contraire. Trump a même parlé d'une escarmouche ou d'un petit coup sans gravité. Je crois que c'est le terme que j'ai vu dans le Wall Street Journal. Ils sont visiblement encore en train d'évaluer la situation, de voir quoi faire. On nous dit que l'armée a présenté à Trump plusieurs options militaires, notamment pour tenter de forcer, par la puissance militaire, l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et évidemment, ils ont sans doute fourni des estimations, des pourcentages de chances de réussite, les pertes possibles et tout ce qui va avec. Et évidemment, il n'a pas envie d'aller jusque-là, parce qu'il joue à ces petits jeux d'escalade progressive. Alors, une partie de ça, c'est peut-être aussi pour tester la réaction de l'Iran, non? C'est possible que tout ça ne soit que des essais pour se préparer. Mais bon, ça peut fonctionner comme ça, tout en montrant qu'il s'agite un peu dans tous les sens, sans vraiment savoir quoi faire. Et je pense qu'au fond, c'est exactement ce que fait l'administration Trump. Ils ne sont pas en train de jouer à un jeu d'échecs géopolitique à 5 dimensions. Pas du tout. Ils s'agitent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas se retirer et accepter la défaite, parce qu'ils ne peuvent pas présenter ça comme une victoire, tant que le détroit d'Ormuz reste sous contrôle iranien, ce qui n'était pas le cas avant qu'ils ne lancent leur guerre contre l'Iran. Et Marco Rubio a clairement admis cette semaine que l'objectif principal en ce moment, c'est de ramener la situation à ce qu'elle était avant le déclenchement de cette guerre. Là où le détroit d'Ormuz permettait une libre circulation sans être contrôlé par l'État riverain, l'Iran. Et le sultanat d'Oman semble, au moins tacitement, prêt à suivre l'Iran dans ce qui viendra après, dans la phase finale de tout ça. Donc, on en revient à la même chose. On ne peut pas accepter les conditions de l'Iran, n'est-ce pas? Politiquement, c'est impossible aux États-Unis. Même le tout dernier plan en 14 points, ce mémo d'une page, hein? On n'a pas encore tous les détails, mais on a une idée, non? Et malgré tout, ce n'est pas acceptable pour Washington, pas vrai? En gros, Marc, c'est un plan en 10 points, avec quelques conditions préalables, non? Oui, avec quelques conditions préalables. D'accord. Et même si l'Iran acceptait de renoncer à l'enrichissement nucléaire pendant un certain temps, ce ne serait pas suffisant. Et les Iraniens, très probablement, ne seraient pas prêts à accepter une durée assez longue pour que cela ait un vrai impact. Parce que, pour eux, ça ne semble presque pas important. En fait, nous avions un conseiller du guide suprême, qui d'ailleurs, selon CNN, malgré les déclarations américaines affirmant qu'il aurait été blessé, qu'il serait dans le coma, mort ou défiguré. Eh bien, CNN dit maintenant qu'il est en réalité étroitement impliqué dans la planification militaire et stratégique de ce qui se passe en ce moment, d'après les évaluations du renseignement américain. Donc, voilà pour l'idée qu'il serait mort. Bref, que ce soit dans un hôpital à Moscou, où tu vois une autre absurdité sortie ces dernières semaines dans les médias occidentaux. Encore une fois, ne prenez rien de ce qu'ils disent sans une énorme pincée de sel. Les États-Unis n'ont tout simplement pas de bonnes options. Ils ne peuvent pas accepter les exigences iraniennes. Et l'Iran n'a aucune intention de céder aux demandes américaines, parce que, de leur point de vue, ils sont en train de gagner. Jeremy Scahill, lui, parle à beaucoup de responsables iraniens. C'est un journaliste de The Intercept. C'est un journaliste occidental, mais c'est un journaliste d'investigation. Et il a fait du bon travail critique ces derniers temps, pour un occidental, disons. Depuis des années, je le suis, et il a fait un excellent travail sur ce sujet. Il parle directement avec des responsables iraniens, et il le résume très bien. Ils sont convaincus qu'ils sont en train de gagner et qu'ils ont un vrai levier dans tout ça. Il appelle ça les 3 M. Les munitions,
Ils estiment avoir un avantage à cause du manque de munitions américaines à longue portée, comme les Tomahawk ou les JSM, et aussi les intercepteurs de défense aérienne, les PAC-3, les missiles THAAD, et ainsi de suite. Et l'Iran, ils viennent encore de l'admettre, CNN aussi, aurait probablement encore 70% de son arsenal de missiles intact. Donc, on est passé de tout est détruit à 70% est intact. Peut-être que ça montera encore un peu. Ah, et ils reconnaissent aussi qu'ils en construisent davantage. Ils en produisent sans arrêt. Bref, les munitions, ils pensent que dans une guerre de longue portée, une guerre d'usure à distance, le temps joue pour eux. Les munitions, ils pensent que Mark a raison, que ce jeu géoéconomique du kit ou double tourne à leur avantage, non? Le temps, les marchés, le temps est de leur côté. Et avec les élections de mi-mandat qui approchent aux États-Unis, avec le prix de l'essence qui grimpe en moyenne vers $5, j'ai vu une image frappante. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je suppose que c'est vrai. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'en Californie, le prix de l'essence dépasse les $6 le gallon, non? Et j'ai vu une image, soi-disant une photo d'un 7-Eleven. Vous savez, ces supérettes américaines, ouvertes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc un 7-Eleven avec une station-service devant. On voit l'enseigne du magasin, et juste en dessous, le prix de l'essence. $7.11 le gallon. Et ça, je ne sais pas, mais c'est extrêmement drôle pour les Américains, d'une manière un peu tragique, à cause du prix de l'essence, évidemment. Et Trump, lui, on dirait qu'il va se faire laminer aux élections de mi-mandat, non? Ce n'est pas que les démocrates soient meilleurs pour l'Iran, mais c'est une question d'élite, de faction d'élite aux États-Unis, non? Trump n'a pas envie de passer les 2 prochaines années de son mandat à se défendre contre une procédure de destitution menée par une Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. Donc, les Iraniens pensent que tout ça joue en leur faveur. Ils ne vont pas faire de concessions aux États-Unis. En tout cas, rien de vraiment important. Et s'ils en font, ce sera sans doute sous la pression de la Chine pour accepter quelque chose. Mais les options militaires ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que Trump hésite. Parce qu'on lui a donné, tu vois, des estimations de chances de succès, des projections de pertes et tout le reste. Et lui, il dit, je ne peux pas faire ça. Exactement. Alors, il s'agit dans tous les sens, avec 2 coups montés différents en moins d'1 semaine, pour essayer de sortir du statu quo. Et les 2 ont été des échecs. Non. Sans aucun doute. Ils n'ont rien obtenu, à part peut-être le passage de ces 2 navires sous contrôle américain par le détroit d'Ormuz. Et ce détroit reste clairement sous contrôle iranien. Et maintenant, ils parlent même de prendre le contrôle des câbles Internet qui passent sous le détroit d'Ormuz et de taxer le trafic en ligne qui y transite. Là, je pense que ça va un peu trop loin. Mais bon, c'est normal, non? De faire des exigences maximalistes et de lancer des menaces, Trump le fait tout le temps. Donc après tout, tout est permis en amour et en guerre. Et là, on est clairement du côté de la guerre, pas de l'amour. Enfin, on a de l'amour pour l'Iran, bien sûr. Mais voilà, c'est là qu'on en est. Trump est en train de s'agiter dans tous les sens. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont aucune bonne option. Tout va mal. Ils ne peuvent ni se retirer, ni accepter les conditions de l'Iran. Et ils n'ont pas non plus de bonne option d'escalade militaire. Ils n'ont pas assez de munitions pour détruire l'Iran, quoi qu'ils en disent. Il faudrait littéralement faire briller l'Iran. Enfin, je veux dire, à moins d'utiliser l'arme nucléaire. Mais là, ce serait la fin du monde, non? Soyons honnêtes. La Russie et la Chine, de leur côté, envoient de plus en plus de signaux montrant qu'elles soutiennent l'Iran, et pas seulement sur le plan politique. La Chine a même déclaré qu'elle allait simplement commencer à ignorer les sanctions américaines et qu'elle soutiendrait ses propres entreprises dans ce domaine.
they will have their own companies back in this regard, and which seems to indicate they're ready. Et ça semble indiquer qu'ils sont prêts à repartir directement dans une véritable guerre commerciale avec les États-Unis à cause de ça. Une guerre qui, de toute façon, n'était qu'en pause depuis l'année dernière. Et il y a eu des discussions. Arakchi est allé d'abord à Moscou la semaine dernière, puis cette semaine, il était à Pékin. Et vous savez, les deux autres grandes puissances mondiales soutiennent l'Iran dans cette affaire. Pendant ce temps, les États-Unis se retrouvent isolés, sans même les Européens vraiment disposés à les aider, juste avec Israël, qui au fond est autant un atout qu'un fardeau pour eux. Pour reprendre la terminologie des échecs, c'est un zugzwang, non? Quoi qu'ils fassent, leur situation va empirer. Mais ils doivent bien faire quelque chose. Donc, toujours une Amérique désespérée. Voilà. Quand, littéralement, l'issue finale de ce conflit pourrait porter un coup très sérieux à leur tentative de maintenir l'hégémonie mondiale de l'Occident dirigée par les États-Unis. Oui, c'est ça. Ça va provoquer une érosion importante, peut-être même un coup dur. On parle d'un conflit qui pourrait changer l'ordre mondial, comme celui en Ukraine, mais peut-être encore plus, parce que les marchés mondiaux de l'énergie et l'économie mondiale sont en jeu, et les États-Unis se sont mis dans cette situation eux-mêmes. Encore une fois, l'usage du dollar comme pétrodollar, comme monnaie de réserve mondiale, est aussi de plus en plus menacé dans tout ça. C'est vraiment, vraiment mauvais. En Russie, je vous le dis, au Kremlin, ils doivent être là avec du pop-corn et du champagne, non? À court terme, la Russie profite énormément de tout ça. À court terme, oui. Les prix du pétrole montent. Les prix de l'essence augmentent. Les prix des engrais à base d'urée augmentent. Les prix agricoles montent aussi. Des millions de personnes vont mourir de faim à cause de tout ça, parce que les cultures ne sont pas semées, ou alors elles le sont sans engrais, à cause de cette situation. L'aluminium, qui est, vous savez, encore un sous-produit du processus de GNL, augmente lui aussi. L'hélium, essentiel pour les semi-conducteurs, encore un sous-produit de la production de gaz naturel, monte également. La Russie est le plus grand fournisseur, ou en tout cas l'un des principaux pour tous ces produits. Donc, l'argent afflue vers la Russie. Pendant ce temps, la Chine, on peut dire qu'elle importe beaucoup de pétrole, et comme les prix du pétrole ont grimpé, eh bien c'est une pression supplémentaire sur son économie. Mais d'un autre côté, j'ai vu aujourd'hui une annonce disant que la Chine réduit ses importations de pétrole et qu'elle met même une partie de ses réserves sur le marché. Ce qui semble indiquer qu'ils sont plutôt à l'aise, non? Qu'ils ne s'inquiètent pas trop de tout ça pour le moment. Alors, pour la Russie et la Chine, il y a deux choses. D'abord, ils veulent que le gouvernement iranien tienne le coup, qu'il n'y ait pas de changement de régime, parce que ce serait mauvais pour eux. Et puis, ils veulent aussi éviter une dépression mondiale, parce qu'au final, ce serait mauvais pour eux aussi. La Russie, elle, en tire un avantage économique à court terme. Mais si ça dure trop longtemps, l'économie mondiale s'effondre et la demande pour tout le reste finit par baisser. Et ce n'est pas bon pour eux non plus. Mais l'autre avantage, c'est que les États-Unis gaspillent une grande partie de leur stock, déjà presque vide de munitions. À la fois des armes offensives à longue portée et des intercepteurs de défense aérienne. Résultat, la Russie et la Chine n'ont plus vraiment à craindre que les États-Unis viennent leur chercher querelle avant, disons, une dizaine d'années. Parce que ça va compenser le faible rythme de production aux États-Unis, le vrai talon d'Achille de la fabrication de ces munitions. D'ailleurs, on en a parlé ouvertement la semaine dernière dans le New York Times, le Washington Post et le Financial Times. Si la Chine voulait reprendre militairement Taïwan, elle pourrait le faire dès maintenant. Et il ne fait aucun doute que les États-Unis, enfin, je ne pense pas qu'il y en ait jamais vraiment eu, mais maintenant c'est sûr,
Les États-Unis n'auraient pas pu l'empêcher. La Chine ne veut pas reprendre Taïwan par la force. Elle ne pense pas en avoir besoin. Elle estime que le temps et l'économie finiront par faire le travail, sauf en cas de provocation. Mais ça montre bien qu'il y a désormais une limite géopolitique claire à la puissance américaine, et que ça va durer des années. La Russie, elle, n'a plus à craindre qu'à la fin du conflit en Ukraine, peut-être après un changement de présidence ou autre, les États-Unis interviennent directement, parce qu'ils n'ont tout simplement plus les munitions ni les moyens militaires pour le faire. Le Kremlin doit se sentir très à l'aise en ce moment. Ils doivent se dire, bon, on a un peu de temps pour réfléchir tranquillement. Comment est-ce qu'on veut que tout ça se termine en Ukraine? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité, pendant des années, de tenir le coup. L'Europe, c'est une menace modérée. Rien de comparable aux États-Unis. Et ça, on peut le gérer. Quant à la Chine, la pression est retombée, non? Les États-Unis ne vont pas provoquer quoi que ce soit à Taïwan ou en mer de Chine méridionale maintenant, parce qu'ils n'auraient même pas la capacité d'espérer l'emporter contre la Chine, juste au large de ses côtes. La Chine a aujourd'hui 2 fronts actifs, l'un en Ukraine et l'autre en Iran. Pourquoi aurait-il besoin d'obtenir ça? Ne rien faire et gagner, c'est bien ça. C'est la maxime stratégique chinoise par excellence. La patience stratégique poussée à l'extrême. Donc, c'est tout simplement catastrophique. Il faut dire aussi qu'une partie de la raison pour laquelle l'Iran s'en sort si bien, c'est que les stocks de munitions américains étaient déjà très bas en 2025, puis à nouveau en 2026. Pourquoi? Parce que les États-Unis en ont gaspillé énormément en Ukraine, des intercepteurs de défense aérienne notamment. La Russie, elle, a supporté pendant des années le poids de la pression militaire occidentale. Et les Houthis au Yémen? À plusieurs reprises, aussi bien l'administration Blinken-Sullivan que l'administration Trump ont essayé de jouer au jeu du coup de marteau contre les Houthis, le mouvement Ansar Allah, dans les déserts du Yémen. Résultat, un gaspillage de Tomahawks, un gaspillage de munitions à longue portée, un gaspillage d'intercepteurs de défense aérienne contre des drones et des missiles de croisière Houthis, et ainsi de suite. Et ça a encore réduit leur confiance. Alors, quand ils ont voulu intensifier la guerre avec l'Iran, j'ai dit dès le tout début, l'année dernière, ils ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas assez stupides. Ils n'ont pas assez de munitions. Eh bien, ils ont été assez stupides. Et effectivement, ils n'avaient pas assez de munitions. Ils ont annulé l'opération l'an dernier, puis ils ont recommencé. Même scénario. Échec a provoqué un changement de régime rapide, que ce soit par des révolutions de couleur, des insurrections ou des frappes ciblées. Et nous voilà de nouveau dans une guerre d'usure, avec encore une fois une pénurie de munitions. Donc maintenant, ça continue. L'Iran subit directement la puissance américaine, mais la Chine et la Russie en tirent aussi un avantage géopolitique. Parce qu'en réalité, toutes ces guerres n'en forment qu'une seule. Et chaque fois que les États-Unis s'affaiblissent ou gaspillent leurs sources quelque part, la Chine, la Russie et l'Iran sont aujourd'hui tellement liés sur les plans stratégiques, économiques, politiques et militaires que dès que les États-Unis agissent contre l'un des trois, cela a forcément des répercussions sur l'équilibre stratégique avec les deux autres. Et ça, on l'a reconnu, non? D'abord, il y a Joe Biden dans les années 90 qui avait fait cette fameuse vidéo quand il siégeait à la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Il se moquait des Russes, qui étaient furieux de l'élargissement de l'OTAN. Les Russes avaient prévenu, si vous continuez comme ça, eh bien, on va devoir chercher à améliorer nos relations avec la Chine. Et Biden avait trouvé ça très drôle. Il avait répondu en gros, oui, allez-y. Et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas vous rapprocher de l'Iran aussi? Ha 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 ha.
Oui, exactement. Aujourd'hui, ou plus récemment, l'ancien envoyé spécial américain, en quelque sorte le babysitter du régime de Kiev en Ukraine, le général Kellogg, a reconnu que jusque-là, les États-Unis pouvaient gérer séparément la Russie, la Chine, l'Iran, mais aussi la Corée du Nord et d'autres puissances. Ce n'est plus possible maintenant. Donc, il y a un problème. Et ce problème, sur le plan stratégique, s'appelle la simultanéité. Comment faire face à tous ces pays en même temps? On ne peut pas. Alors, l'idée, c'est de passer à ce qu'ils appellent la séquence stratégique. Choisir celui qu'on va cibler en premier. Mais il est trop tard pour diviser, pour mieux régner. Et forcément, il y a des conséquences. On mène une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. On y gaspille des ressources énormes. Ensuite, on part en guerre contre l'Iran, et là, il ne reste plus rien. Et où est-ce que ça laisse les États-Unis? Ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs en Iran. Et rien n'indique qu'ils vont y parvenir. D'un point de vue stratégique, oui, l'Iran a subi énormément de dégâts. Et beaucoup de gens sont morts. Des milliers de personnes sont mortes. Il ne faut jamais l'oublier. Mais sur le plan stratégique, l'Iran est aujourd'hui dans une meilleure position qu'avant parce qu'il a utilisé cette option nucléaire, le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils ont découvert que ça fonctionne. Oh, et comment ça fonctionne? Et maintenant, on va même pas leur rendre ça, pas vrai? On va garder la pression. Et pourquoi diable on ne le ferait pas? Je ne sais pas. Oui, on me connaît comme le black pill, le cynique, le fataliste. Et en dehors du drame humain, de toute la tragédie vécue par l'Iran dans cette histoire, sur le plan stratégique, sur le plan géopolitique. Je suis ravi, Nima. Je suis euphorique parce que la fin de l'hégémonie occidentale menée par les États-Unis se rapproche de plus en plus et il s'agite comme un poulet orange à qui on aurait coupé la tête. Même. Marc, je pense que le dernier point sur le détroit d'Ormuz est important. Comment vois-tu le détroit d'Ormuz contribuer à façonner une nouvelle architecture de sécurité pour la région? Parce que les pays qui utilisent le détroit d'Ormuz doivent d'une manière ou d'une autre parvenir à un certain accord mutuel avec l'Iran. Je pense qu'après tout ça, ça va être un vrai chaos. Oui, on a déjà vu des compagnies d'assurance internationales dire, en gros, qu'il fallait travailler avec les gardiens de la révolution iranienne. Ça, c'est déjà une façon de formaliser leur contrôle sur les marchés mondiaux de l'énergie. Et c'est assez fascinant. Les pays arabes, eux, ne sont pas du tout contents de tout ça. On a vu l'Arabie saoudite changer d'avis plusieurs fois cette semaine. D'abord, non, pas d'opération Liberté, vous allez aggraver la situation. Puis, bon, d'accord, sous pression, allez-y, et ainsi de suite, mais sans grand enthousiasme. L'Arabie saoudite et le Koweït, c'est pareil. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis sont carrément furieux contre l'Iran. Ils se sont retirés de l'OPEP, de l'OPEP+, de l'OPAEP, et peut-être d'autres encore. Bref, il n'y a aucune unité déjà entre les États arabes du Golfe sur tout ça. En ce qui concerne la sécurité dans la région, ils ont tous peur de l'Iran. Je ne pense pas que beaucoup d'entre eux, peut-être Oman et le Qatar, soient prêts à conclure des accords formels avec l'Iran, ne serait-ce que pour parler de sécurité. Je ne vois pas les autres États suivre cette voie. À mon avis, ça finira par être quelque chose de beaucoup plus confus, beaucoup moins formel, où ils accepteront à contre-cœur de payer pour le passage par le détroit d'Ormuz, tout en faisant tout leur possible pour construire, reconstruire et développer d'autres alternatives à ce détroit. Et il n'y a pas de... C'est un peu comme la Russie qui espère un accord de sécurité pour l'Europe, pour le continent eurasiatique, issu de la guerre en Ukraine. Ça n'arrivera pas. Je veux dire, de façon réaliste, les États-Unis n'accepteront jamais ça. C'est clair. Peu importe l'ampleur des choses. C'est pareil pour un accord de sécurité arabe. On n'en est pas encore là.
Vous savez, on a pu croire qu'ils étaient prêts. L'Arabie saoudite envoyait des signaux depuis quelques années, un peu de normalisation, et puis tout ça est arrivé. Et encore une fois, faut-il croire les rapports occidentaux disant que Riyad aurait encouragé Trump dans tout ça? Franchement, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est que maintenant les Émirats arabes unis font cavalier seul. Ils passent d'énormes commandes de missiles patriotes pour les années à venir, ce qui montre bien qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner les États-Unis comme garant de leur sécurité. Pas parce que la défense aérienne américaine fonctionne vraiment. Évidemment que non. On l'a vu d'innombrables fois. Et ce n'est pas parce que les États-Unis sont un bon garant de sécurité pour eux. En réalité, c'est eux qui les ont rendus vulnérables en déclenchant ce conflit. Mais ils n'ont tout simplement pas d'autre option. Voilà, les laisser au Moyen-Orient face à un Iran désormais plus dynamique, plus sûr de lui, affaibli certes, mais finalement victorieux sur le plan stratégique. Eh bien, ils vont presque à coup sûr se reposer à nouveau sur les États-Unis comme garants de leur sécurité, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Alors oui, ils vont peut-être chercher à diversifier leurs options à l'avenir, non? Commencer à discuter avec la Russie et la Chine pour des fournitures militaires, des accords, ce genre de choses. Mais moi, je ne vois pas émerger tout ça un grand cadre de sécurité, façon Yalta d'après-guerre, pour le Moyen-Orient. Il est bien plus probable que tout ça se termine de façon confuse, avec beaucoup de mécontentement et d'amertume, et qu'on voit presque à coup sûr le conflit repartir dans 2 ou 3 ans. Je sais que l'Iran ne veut pas de ça, mais il n'existe aucune garantie de sécurité que les États-Unis ou Israël puissent donner à l'Iran, et qu'ils respecteraient vraiment. Voilà, les États-Unis sont incapables de tenir un accord. On l'a bien vu avec le JCPOA. Un gouvernement signe, le suivant arrive, déchire tout aussitôt, et on repart en guerre avec l'Iran. La même chose pourrait très bien se reproduire. Rien ne permet de penser le contraire. Et je ne suis même pas sûr que cette administration soit capable de vraie diplomatie. L'Iran, lui, continue de parler de négociations sérieuses. Eh bien, envoyer le copain frimeur de Trump dans l'immobilier, accompagné de son gendre un peu précieux, tous les deux totalement incompétents et sans aucune expérience, ce n'est pas ce qu'on peut appeler des négociations sérieuses. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. On ne peut pas régler ça avec un accord passé dans une pièce enfumée et une poignée de main. Les États-Unis sont dirigés par des incompétents, de vrais bouffons. L'État profond essaie encore de trouver une voie à travers tout ça, mais il doit filtrer chacune de ses actions, au moins à travers la figure de Trump, et lui leur complique énormément la tâche. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, et tous leurs plans sont partis en fumée. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais me tromper là-dessus, mais je ne vois pas. En fait, l'architecture de sécurité dont je parlais, ce n'est pas entre l'Iran et les États-Unis. C'est entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Oui, encore une fois, je ne la vois pas comme ça. L'Arabie saoudite, le Qatar, Oman et les autres. Il couvre ça que c'est normalement peut-être. L'Arabie saoudite, Nate. Parce que je pense, Marc, qu'ils essayaient d'une certaine façon, ils essayaient de mettre en place une sorte de... Depuis le début de cette guerre, ils savaient très bien ce qui se passait entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce rapprochement, parce que la Chine et la Russie, en coulisses, ont conclu une sorte d'accord entre l'Iran et... Enfin, ce rapprochement a été, à mon avis, une sorte de surprise pour les États-Unis. C'était une surprise pour moi aussi. Oui, mais on dirait qu'ils ont essayé de salir l'image de l'Arabie saoudite pendant cette guerre. Je pense que c'était une sorte d'agenda sioniste, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de quelque chose contre l'Iran, ils mettent l'Arabie saoudite dans le même contexte. Ils réservent une place particulière à l'Arabie saoudite dans ce cadre, face à l'Iran.
special place for Saudi Arabia in that context against Iran? I think there is, and there's Je pense qu'il y a, et qu'il y a parfois, cette question de ce qu'on appelle la théorie du grand homme, non? L'idée qu'un facteur personnel entre vraiment en jeu, surtout quand on parle d'un pays comme l'Arabie saoudite. Bien sûr, il y a des institutions, un ministère des Affaires étrangères et tout le reste, mais ça reste en grande partie une dictature. Je veux dire, une dictature dirigée par un seul homme, Mohammed Ben Salman. Joe Biden? Oui. Joe Biden et son équipe, Blinken, Sullivan, ou qui que vous vouliez. Élitiste. Et pendant qu'il était au pouvoir, l'Arabie saoudite a cherché d'autres relations. Ils ont envisagé de normaliser avec l'Iran, ils ont exploré d'autres options, ils ont commencé à parler à la Russie de manière plus large, ils ont aussi discuté avec les Chinois, et ainsi de suite. Puis Trump est arrivé, et MBS s'est dit « J'ai déjà parlé à ce type. On sait ce qu'il veut, on sait comment le manipuler. C'est une situation différente. » Donc, il est possible qu'ils aient complètement changé leur manière de voir la géopolitique dans la région, tout simplement. Et peut-être qu'ils ont embarqué dans cette nouvelle approche sans vraiment laisser derrière eux toutes leurs anciennes animosités avec l'Iran, comme on l'espérait. C'est au moins une possibilité. Et maintenant, est-ce que Mohammed Ben Salman est content de ses décisions aujourd'hui? Franchement, j'en doute beaucoup. Mais il semble qu'il était plus enclin à suivre Trump, qui lui-même était prêt à suivre Israël. Vous voyez, je ne sais pas. L'un se pliait à tout, non? Ils sont tous pareils. Même, vous savez, ce vieil enfant instable, ce gamin mégalomane qu'est Trump, reste quand même techniquement un adulte, non? Ils prennent leurs propres décisions. Et oui, ils s'influencent les uns les autres. Mais voilà, Israël, les États-Unis et l'Arabie saoudite, au final, ils ont chacun fait leur propre choix dans cette histoire. Personne ne devrait leur retirer cette responsabilité. Est-ce que l'Arabie saoudite peut s'en sortir en changeant complètement de cap? Franchement, je n'y crois pas. Mais vous savez, Spee, Certainement pas les Émirats arabes unis. Ils sont vraiment en colère en ce moment. Et il y a beaucoup de rancune. Tout ça refait surface à cause de cette situation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on va enterrer rapidement. Et sûrement pas avec de grands plans, une sorte de stratégie qui pousserait les États-Unis hors du Moyen-Orient. Et puis, vous savez, les Iraniens, les Saoudiens et les Émiratis qui se mettraient tous à chanter main dans la main. Non, ça, c'est irréaliste, à mon avis. On aimerait se tromper, mais je ne pense pas que ce soit possible. Je crois qu'en appliquant le rasoir d'Occam, le scénario le plus probable dans tout ça, c'est que ça va être le chaos. Parce que, de toute façon, c'est toujours le chaos. Et la vraie question, c'est comment on gère ce chaos, comment on avance ou pas vers l'avenir. Yeah. Oui. Alors, laissez-moi juste le retrouver. Marc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Allez sur boosty2/TheRealPolitic. Vous pouvez le voir juste en dessous de son nom, à droite de Marc. Vous le voyez encore, The Real Politic, avec Marc Sleboda. Le lien est juste à droite de Marc. Et notre ami est en train de le mettre dans la section des commentaires. Vous pouvez le suivre là. Je vais aussi le mettre dans la description de cette vidéo juste après notre discussion. Et surtout, allez-y et abonnez-vous à la page de Marc sur Boosty.io. Marc utilise Boosty parce qu'il est en Russie. Il n'est pas sûr. Substack est sanctionné. Ils ont sanctionné la Russie, ou bien il n'y a pas accès. Substack is sanctioned? They sanctioned Russia or is not accessible? Ah oui, oui. En fait, c'est à cause des sociétés de cartes de crédit et tout le reste. Donc, Patreon, Substack, YouTube, Buy Me a Coffee, rien de tout ça ne fonctionne pour moi. En revanche, Boosty, c'est à l'épreuve des sanctions. Ça marche pour vous, ça marche pour moi. Et c'est pour ça que j'y mets tout mon contenu. Tout le monde peut me suivre gratuitement là-bas. J'y mets toutes mes interviews, mes émissions Crosstalk, tout ça, accessible à tous. Mais j'ai aussi un abonnement pour ceux qui sont, disons, assez masochistes
pour vouloir encore plus de mon cynisme et de mon fatalisme. Vous pouvez me soutenir et avoir accès à des heures et des heures de contenu exclusif sur lequel je travaille beaucoup chaque semaine. Et on a aussi un canal privé sur Discord. C'est donc là que j'ai installé ma base. Yeah. Oui, merci beaucoup, Marc, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Great pleasure. M'en avoir invité.